Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Annabelle. Salut Alexandre. C'est une histoire qui est à la une ce matin, celle d'un homme qu'on surnomme El Patron, le roi des travailleurs agricoles illégaux. Ça se passe en Montérégie. Oui, écoute, c'est le premier employeur au Québec qui a été banni du programme de travailleurs étrangers temporaires. Et il n'a pas le droit d'embaucher des travailleurs agricoles parce que, bon, il y avait plusieurs entorses à la loi, là, notamment qui ne payaient pas ou très en retard les employés. Il y avait des logements insalubres. Puis aussi, ben, ils prêtaient comme ça les employés à d'autres entreprises. Donc, il est banni là, du programme. Et là, ce que l'Agence des services frontaliers le soupçonne de faire, c'est d'engager des demandeurs d'asile, des travailleurs ici qui n'ont pas de permis, qui sont dans des situations donc précaires, et donc il les emploie pour du travail au noir, là, on s'entend. Donc, encore une fois, le stratagème, en tout cas, qu'on soupçonne, c'est que ces gens-là étaient employés et puis ils étaient comme ça utilisés pour travailler dans différentes entreprises qui sont toutes reliées de près ou de loin à Jean Lemay, l'agriculteur en question. Pourquoi on sait tout ça? Bon, d'abord parce que mes collègues Nora Télamontagne et Erika Aubin ont enquêté sur le sujet, mais c'est que le 15 juin dernier, il y a eu une perquisition à l'ancienne ferme de M. Lemay, où il habite toujours là, et qui appartient en partie à son fils. Donc, l'Agence des services frontaliers est allée là. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, qui n'étaient pas autorisées à travailler. On sait aussi qu'il y a une soixantaine de ressortissants étrangers qui, dans leurs documents, donnent l'adresse de la ferme de M. Lemay comme résidence. Et ma collègue Nora a parlé notamment un travailleur mexicain qui, n'a pas de permis de travail et qui, lui, comme ça, a passé là, tout l'hiver trimballé d'une compagnie à une autre, un peu comme un homme de main, finalement. Donc, et toute cette perquisition-là, pourquoi aussi elle est arrivée? Ben, c'est parce que début juin, il y a eu un travailleur qui est décédé. Un autre Mexicain qui n'avait pas de permis de travail et qui, lui aussi, travaillait dans différentes entreprises, dont une entreprise de coffrage. Et un matin, en se rendant au travail, il est décédé. Il était conduit en voiture par une personne qui n'avait pas de permis de conduire. Ils ont frappé un arbre. Et donc, il est mort. Et c'est ce qui a comme sonné une cloche. Là, il fallait s'occuper de cette situation-là. Ouais. Et Nora qui a parlé à la famille du Mexicain décédé, encore une fois, là, c'est les mêmes choses là, qu'on savait. La femme du travailleur dit qu'il travaillait dans des conditions vraiment difficiles. Par exemple, il a passé tout l'hiver avec juste une douche froide. L'hiver, c'est quand même difficile. Il y avait des punaises de lit et il trouvait ça très difficile à être ici, mais il le faisait parce qu'il voulait rapporter de l'argent à sa famille. Donc, Erika et Nora sont allés sur place. Monsieur Lemay les a accueillis avec des insultes et des menaces à peine voilées. Donc, El Patron n'était pas de bonne humeur. El Patron n'était pas de bonne humeur, Annabelle. Non, le patron n'aime pas les journalistes et lui l'a bien fait savoir. Donc, on n'a pas exactement sa version de l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que, bon, écoute, c'est pas un enfant de cœur. Le Revenu Québec a déjà saisi son ancienne ferme puis a imposé plusieurs amendes pour des fausses déclarations. Il y a aussi eu une peine de 12 mois à purger à la maison parce qu'il y avait des biens criminellement obtenus. Il a même été accusé de complicité dans un délit de fuite, mais il a bénéficié d'un arrêt Jordan, donc cette histoire-là n'a pas débouché sur de condamnation ou il n'a pas été innocenté non plus, mais je veux dire, les procédures sont tombées. Donc là-dessus, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Mais c'est assurément une histoire à suivre parce que les perquisitions viennent de se faire, donc on va voir si qu'est-ce qui va arriver avec ce dossier-là. Est-ce que Revenu Québec va se replonger dans le dossier? Est-ce qu'il va y avoir des accusations? Mais en tout cas, à partir du moment où il y a des travailleurs qui décèdent, il y a une urgence d'agir. Oui. Puis c'est surtout vraiment très courageux d'essayer d'intimider des journalistes, d'essayer de jouer au gros bras, puis de commencer à dire les journalistes pas aimés ici, je fais 5-6 places ici, puis on va tous se mettre à courir après toi, tu pourras plus te cacher. Ben non, c'est ça. En c'est plus, des menaces. Qu'est-ce que Ben oui, puis il a été filmé. Vous irez voir sur notre site, on a tout ce bel extrait. Je veux dire, c'est vraiment pas... On l'a diffusé un matin à TV, on l'a diffusé un matin. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment... courageux. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai au gros bras. C'est bien courageux, ce monde-là. Très édifiant.
Un groupe de citoyens demande un accès à Internet gratuit dans tous les établissements du réseau de la santé parce qu'on s'aperçoit quand on regarde ça, c'est très inégal. Il y en a qui l'ont, il y en a qui offrent le Wi-Fi gratuit, mais il y en a d'autres que c'est pas disponible. Oui. Et tu sais où il y a du Wi-Fi disponible partout au Québec et sur la planète? Dans les McDonald's. Et commencer en 2023, tu sais, on peut aller dans un restaurant de malbouffe partout dans le monde et avoir du Wi-Fi gratuit, mais que ce soit si compliqué dans les établissements de santé. Tu sais, on n'est jamais là par choix. Non, on attend c'est des pas mal plus situations- longtemps. On attend pas mal plus longtemps, Annabelle, à l'hôpital que chez McDo aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça, donc c'est le groupe d'usagers de la région de Lanaudière, donc 6 de Lanaudière, qui, eux, ça fait des années qu'ils demandent d'avoir un accès au Wi-Fi et que ce soit gratuit ou abordable. Ils l'ont demandé à l'hôpital Le Gardeur. Il y a eu plusieurs refus. Finalement, ils ont accepté. Ça va arriver cet automne, mais il y a encore 3 CHSLD qui refusent. Et ils ne s'expliquent pas ces refus-là parce que, d'abord, tu sais, je veux dire, l'accès à du Wi-Fi, c'est pas du luxe en 2023. C'est pas parce que des usagers de 90 ans vont se mettre à regarder, tu sais, de faire du binge-watch sur Netflix, là. C'est vraiment parce que ça brise l'isolement. Par exemple, si, disons, il y a une pandémie, hein? On l'a vu, à l'accès à du Wi-Fi, ça change tout. Ça permet des communications avec le monde extérieur. Donc, ça crée aussi de la disparité parce que, tu sais, hier, on se parlait des maisons des aînés. Ben, les maisons des aînés, eux, ils l'ont, là, le Wi-Fi à mesure qui vont finir par être construites peut-être un jour, mais ceux qui sont ouverts et ceux qui vont ouvrir, d'ailleurs, dans la région de Lanaudière, il va y avoir du Wi-Fi. Donc, on crée maintenant 2 classes de CHSLD. Et donc, ce comité-là a écrit au ministre Dubé pour dire, voyons, il faut mettre fin à ces disparités-là. Au CHUM de Montréal, et le Wi-Fi est gratuit. À Québec, on me dit qu'il n'est pas gratuit, mais il est très abordable. Les coûts sont faibles. Mais donc, ça change de région. Ça n'a pas lieu d'être. Et ce que le cabinet répond, c'est que oui, mais on a fait des investissements de près d'1 milliard de dollars pour des projets locaux de modernisation. Et donc, c'est au PDG de ces 6 et CIUS de décider des projets. Mais on ne peut pas laisser ça à la pièce. Il faut qu'il y ait vraiment une politique générale pour dire voici la priorité. Et le ministère a dit oui, c'est dans les objectifs, on veut le faire, mais ça ne se fait pas. Donc, il va falloir qu'il y ait justement que le ministre prenne position et décide que voilà, il faut que ça se fasse. C'est pas un luxe en 2023. Non, surtout pas un Wi-Fi. Un Wi-Fi performant, c'est pas mal la base. Annabelle Blais, merci. À demain. À demain.